Chez les bélugas, on retrouve environ le quart des cancers qu'on retrouve, c'est des cancers du système digestif. Mon nom est Daniel Martineau, je suis professeur à la faculté de médecine vétérinaire depuis 1992. Je suis pathologiste, j'enseigne la pathologie aux étudiants vétérinaires. J'ai débuté un cours sur l'environnement, médecine vétérinaire et environnement, il y a quelques années. Puis je pense que c'est très important que les étudiants soient sensibilisés à ça. Chez les bélugas, on retrouve environ le quart des cancers qu'on retrouve, c'est des cancers du système digestif, des intestins puis l'estomac. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a plus de cancers du système digestif. En plus d'y avoir plus de cancers de la vessie et du cancer du poumon. Chez tous les animaux, y compris l'humain, les cancers du système digestif, loin de l'estomac, c'est-à-dire du côlon, du gros intestin, c'est fréquent. Les cancers qu'on retrouve chez le béluga, c'est l'intestin qui est proche de l'estomac. Il n'est pas arrondi comme un béluga normal, là. Il a les flancs qui sont très creusés, le dos qui est très creusé. Ça, c'est ça un des signes de maigreur, et là c'est vraiment très impressionnant. Un animal, il est maigre quand il a mis longtemps à mourir, qu'il avait une maladie qui a duré longtemps. Sinon, ils sont vraiment plus gros quand ils meurent rapidement. Donc c'est quelque chose qui va nous orienter sur le diagnostic par après. On s'attend à trouver une maladie vraiment chronique et puis quelque chose d'ancien. Chez les humains de la région et chez les bélugas, c'est l'eau qui était contaminée par les HAP. C'est une famille de composés. Les HAP, bref, c'est de la fumée. On retrouve des HAP en masse dans la fumée de cigarettes, dans la fumée des volcans, dans la fumée des feux de forêt, mais aussi dans la fumée dégagée par tout ce qui est industrie métallurgique. En 1983, on découvre des cancers chez les travailleurs de l'aluminium dans la même région, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces alumineries-là sont au cœur de l'habitat du béluga du Saint-Laurent. Et à l'époque, elles en envoient beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, elles envoyaient des grandes quantités de HAP. Les bélugas qui ont été exposés le plus au HAP, c'est des animaux plus vieux. Et les expositions, le relâchement de HAP a commencé en 1926, quand la première aluminerie a commencé à émettre dans l'air et dans l'eau des HAP. En 1976, les usines ont arrêté d'émettre directement dans l'eau leur HAP. Tous les contaminants qu'on envoie sur la Terre se retrouvent dans l'eau, contaminent ces animaux-là, et ça peut nous revenir en pleine face, comme c'est le cas avec les travailleurs de l'aluminium. Les bélugas, c'est parmi les rares cétacés, les rares baleines à se nourrir de vers dans les sédiments. Les HAP tombent dans les sédiments. Alors les bélugas ont accès à ces barres ouvertes pour des contaminants qui tombent dans le fond. Ces animaux-là ont plusieurs estomacs, on dit que c'est des polygastriques. Cette ressemblance-là avec les bovins, bien, ça fait aussi que ces animaux-là ont des maladies qui sont très semblables, qui ont des virus très semblables à ceux des bovins. Et ça aussi, ça fait qu'ils sont sensibles aux mêmes contaminants que les bovins. Et en passant, les bovins sont sensibles aux mêmes contaminants que les humains. Le pire scénario, c'est la disparition totale de l'espèce d'ici 15 ans, ce qui est possible. Je m'appelle Sylvain Lara, moi j'ai fait mes études en France, je suis docteur vétérinaire et dans le but de me spécialiser dans la faune sauvage, je suis venu ici faire une résidence, donc un programme de 3 ans de spécialisation en médecine zoologique. On prend énormément de morceaux d'organes pour différents chercheurs et aussi pour le diagnostic. Toutes ces étiquettes, elles sont destinées à être collées sur les pots qui sont ici, qui contiennent du formol. Et qui va permettre de conserver des organes, puis de les préparer et de les regarder au microscope. Donc on va pouvoir voir cellule par cellule tous les organes qu'on va prendre ici. Tout ça, en fait, ça fait partie de l'examen nécropsique pour déterminer la cause de la mort. Le béluga qu'on va nécropsier, il est arrivé ce matin, il est au frigo. C'est un animal qui a été trouvé
au large de Percé. En fait, c'est une entreprise de croisière, de bateaux de croisière, qui l'avait observé plusieurs fois au début de juillet. Puis ça, c'est pas une zone où il y a des belugas normalement, donc il était hors secteur, ce qu'on appelle hors secteur. Donc ils l'ont observé, ils ont pris beaucoup de photos aussi, et puis ils ont fini par le trouver mort, je pense, il y a 2 jours. Hier, il y a un récupérateur qui est allé le chercher à Percé et il est venu le porter, il est arrivé ce matin. On a une grosse équipe d'étudiants aujourd'hui parce que on demande toujours à des volontaires de venir pour faire les nécropsies de beluga avec nous. D'une part parce que ça nous aide, ça accélère un petit peu le travail, et puis d'autre part parce que ça nous permet d'offrir un enseignement un petit peu optionnel aux gens qui sont intéressés sur qu'est-ce que c'est un mammifère marin, quelles sont les problématiques de santé qu'il peut y avoir reliées à ces populations-là, et puis un petit peu élargir au fur et à mesure, leur donner une notion d'autre chose que des animaux domestiques. On peut voir aussi qu'il a une couleur un peu jaune. Les belugas en santé, ils sont vraiment bien blancs, à l'exception des jeunes qui sont gris. Quand ils commencent à avoir cette couleur jaune-là, on ne sait pas vraiment la raison de cette coloration, mais c'est soit des animaux malades, soit des animaux qui passent plus de temps à la surface. Peut-être qu'ils vont développer une peau plus épaisse et que ça sèche un peu au soleil, on ne sait pas trop. Donc, on va chercher un endroit. Ok, là il est bien placé. Maintenant on peut enlever le filet. La première mesure, c'est du rostre à la commissure des lèvres. 24.1, ok. La prochaine étape, c'est d'aller voir nos organes réellement et de faire notre examen de nécropsie qui commence vraiment. Donc on va commencer par aller voir dans le ventre. Donc on va enlever les muscles qui recouvrent le ventre et puis aller voir les organes à l'intérieur. Ariane, elle vient de trouver la thyroïde, et puis c'est une thyroïde qui est impaire chez les belugas. Est-ce que vous connaissez d'autres animaux qui ont des thyroïdes impaires comme ça? Ben, nous, on a des thyroïdes impaires, par exemple, les humains. Beaucoup d'animaux domestiques, comme les chiens par exemple, ils vont avoir des thyroïdes paires, ils vont avoir 2 thyroïdes déplacées. Les oiseaux, c'est pareil. Et après, on va juste la mettre dans le formol en entier pour pouvoir la regarder au microscope. Ça, c'est la surrénale gauche. Elle est très augmentée de taille, on peut juste noter ça. On sent des nodules fermes à la palpation. Ce qu'on a d'habitude quand on a une surrénale, c'est un espèce de disque de 4 cm de diamètre, puis à peu près 1 cm d'épaisseur. Et puis quand on coupe dedans, c'est comme ce qu'on voit ici, c'est une médulla et un cortex autour. Et puis là, en fait, ma surrénale, elle s'étend par une grosse masse, que certains ont pu voir. Et quand je coupe ici, je perds vraiment l'aspect cortex et médulla. J'ai l'impression d'avoir des petits lobules un peu partout. Et puis quand je viens ici, c'est vraiment crayeux minéralisé. Donc ça va être à confirmer au microscope, mais ça ressemble vraiment à une tumeur. Donc on va voir si on voit d'autres masses comme ça ailleurs. Ça pourrait faire penser vraiment à un cancer. Sinon déjà ça va être quelque chose de vraiment très intéressant à regarder au microscope. Le beluga dont vous avez filmé l'examen, ça ressemble à un cancer. Il est trop tôt, il faut qu'on examine les lames encore davantage. C'est le premier de ces animaux-là à avoir un cancer des surrénales. Les surrénales, c'est 2 glandes qui sont sur les reins. C'est pour ça que ça s'appelle des surrénales, en gros. C'est des glandes qui répondent au stress. Alors, on a trouvé des lésions beaucoup à ces animaux-là. Alors, un seul cas, on ne peut pas vraiment rien conclure, mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des belugas adultes ont des lésions de surrénales compatibles avec la toxicité du DDT, ce produit insecticide utilisé dans les années 70. Ça, c'est comme un cas assez inhabituel. Je peux pas dire que j'ai déjà vu quelque chose comme ça dans les belugas qu'on a reçus dans les dernières années. Ça semble une tumeur vasculaire, donc de vaisseau. Puis, comme on voit pas de globules rouges dans ces petits vaisseaux-là, ça fait plutôt penser à une tumeur qui est des systèmes lymphatiques, donc la lymphe un peu.
Une des caractéristiques des belugas du Saint-Laurent, c'est qu'ils vont avoir un taux de cancer chez les adultes qui semble assez anormalement élevé pour des animaux sauvages. Le cancer, c'est quelque chose qui est fréquent chez l'homme, chez les animaux domestiques, mais chez les animaux sauvages, un cancer, ça reste un événement qui est quand même assez rare. On parle d'à peu près 20 à 25 des adultes qui sont trouvés morts dans lesquels on trouve des cancers. Le Saint-Laurent draine une région industrielle très importante, c'est-à-dire les Grands Lacs et aussi la région du Saguenay, où il y a beaucoup d'industries qui vont relâcher certains composés qui ont été démontrés comme étant cancérigènes chez les animaux. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est que peut-être qu'une des raisons pour le taux anormalement, inhabituellement élevé de cancer dans cette population-là, peut-être que ça suggère là, une exposition à des composés cancérigènes dans leur milieu. Le cancer, c'est quelque chose qui se développe sur plusieurs années. Donc, c'est suite à une exposition sur plusieurs années qu'on va avoir le résultat final d'un animal qui va peut-être avoir 40, 50 ans aujourd'hui. Donc, les animaux qui meurent aujourd'hui étaient vivants dans les années de largage massif de ces composés cancérigènes. Ce qui va être intéressant de voir, je pense, c'est est-ce qu'on va avoir une diminution de ces fameux taux de cancer-là maintenant que les niveaux de contamination ont tendance à diminuer en raison des changements réglementaires qu'il y a eu au courant des 20-30 dernières années. C'est pas fini. Il y a des nouveaux contaminants qui apparaissent, puis il faut se poser la question sur l'effet potentiel sur la faune. Mais je pense que c'est mieux que c'était dans les années 50-60. On ne peut pas dire le contraire. C'est sûr que nous, on essaie de faire une histoire avec ce qu'on a. C'est comme une nécropsie. Une autopsie, c'est comme prendre une image ou quelques images d'un film puis essayer de raconter l'histoire du film au complet. Fait que des fois, comme ça, ici, on n'aura jamais pas nécessairement l'histoire complète, mais on a des images qui nous permettent d'avoir une bonne idée qu'est-ce que c'était le film de la vie de l'animal, c'est-à-dire plutôt de la mort, on pourrait dire dans ce cas-ci. Ici, ce que je vois, c'est des nodules, c'est des plages de cellules qui sont distribuées de façon très irrégulière. Et puis, il y a aussi beaucoup de ce matériel orangé ici autour, donc de tissu fibreux, qui entoure ces amas de cellules-là. Puis, il y a aussi des mitoses qui peuvent être visibles. On va essayer d'en trouver. Donc, c'est la grosse cellule qui est toute rouge, toute ronde, avec un trait noir au milieu. Donc, lorsque les cellules se divisent, normalement, elles vont se séparer les chromosomes. Éventuellement, les cellules vont se scinder en deux, chacun avec ses chromosomes à elles. Lorsque les cellules sont néoplasiques, sont tumorales, et puis il va arriver que ce processus-là se fasse de façon très anormale. Un des problèmes de la population présentement, c'est qu'elle semble être stable. On pense que la population tournait autour de 10 000 individus. Maintenant, on est à 1 000 et ça ne semble pas vouloir remonter. Fait que parce que ça ne remonte pas, on se dit qu'il y a un problème à quelque part. Est-ce que les tumeurs peuvent expliquer ça? Peut-être. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une certitude hors de tout doute avant de faire quelque chose? C'est la question. On est en train d'assister à la 6e extinction. Est-ce que c'est bon que toute la profession vétérinaire soit consacrée entièrement à 2, 3, 4 espèces animales qui nourrissent l'humain, finalement, ou qui accompagnent l'humain, hein? C'est socio-économique. Pourquoi on a un développement de la médecine des chiens, des chats? Ça reflète la société.